Bonjour et bienvenue à cette 6e vidéo portant sur les notions d'épidémiologie de base qui vous est présentée par le groupe d'intérêt pour la recherche en médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous discuterons des différents types d'études et il s'agit de la deuxième partie d'une vidéo qui a déjà été publiée. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder rapidement puisqu'elle sera grandement utile pour comprendre les notions qui seront abordées dans cette capsule-ci. Alors, à titre indicatif, voici un bref rappel des notions qui ont déjà été abordées dans des capsules précédentes. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai mentionné dans une capsule précédente, nous avons discuté des différents types d'études selon leur classification temporelle. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons aux différents types d'études selon leur classification par rapport à l'objectif qu'elles ont. Donc, nous discuterons des études à visée étiologique et des études descriptives. Alors, en ce qui concerne la classification selon l'objectif visé, plus précisément des études à visée étiologique, nous pouvons la séparer en 3 grandes catégories, soit les études transversales, longitudinales et cas témoins. Et l'étude longitudinale se subdivise en 3 autres catégories, c'est-à-dire expérimentale, non expérimentale et quasi-expérimentale. Nous avons également l'étude descriptive qui, elle, se subdivise en 2, soit l'étude transversale et l'étude longitudinale. Donc, en ce qui concerne l'étude à visée étiologique, il s'agit d'une comparaison entre 2 groupes et l'étude souhaite analyser et interpréter les données, c'est-à-dire qu'elle souhaite fournir des explications. On veut donc répondre à la question pourquoi. Et comme j'ai mentionné, il y a 3 sous-types, soit transversal, longitudinal et cas témoin. En ce qui concerne l'étude à visée étiologique transversale, c'est une photographie qui est réalisée à un moment fixe. On s'intéresse donc à la prévalence d'un sujet et il y a absence de suivi. Ceci étant dit, on compare 2 groupes, c'est-à-dire un groupe exposé et un groupe non exposé. Par exemple, on pourrait s'intéresser aux personnes qui vivent en ville par rapport aux personnes qui vivent en campagne, en supposant que les personnes qui vivent en ville sont davantage exposées à des polluants environnementaux. On pourrait donc comparer leur état de santé actuel. Est-ce que ces personnes-là sont atteintes d'un cancer du poumon ou non? Et quels facteurs peuvent expliquer les différences le cas échéant? Alors ici, c'est bien important de comprendre qu'on s'intéresse à un moment fixe et on souhaite expliquer l'avènement ou non d'un événement. Maintenant, en ce qui concerne les études à visée étiologique longitudinale, c'est un film qui suit l'évolution d'une population. Et ici, il s'agit toujours d'études de cohorte, c'est-à-dire qu'on va suivre une ou plusieurs populations, et il y a donc bel et bien présence de suivi. On part d'une certaine date et on va suivre la population à partir de cette date. Encore une fois, il y a un aspect de comparaison qui est bien important. Et comme j'ai mentionné précédemment, on peut la subdiviser en 3. D'abord, en ce qui concerne l'étude longitudinale expérimentale, il faut comprendre qu'ici, il y a un contrôle total des variables, c'est-à-dire des personnes, des temps et des lieux. On choisit en quelque sorte chaque personne individuellement. En ce qui concerne l'étude longitudinale non expérimentale, c'est plutôt une observation de ce qui se produit déjà dans la population. C'est une étude qui a souvent lieu lorsque des enjeux éthiques sont soulevés et qu'il n'est pas possible de réaliser une étude expérimentale ou quasi-expérimentale. Par exemple, on ne peut pas forcer des individus à vapoter pour évaluer si le risque de cancer du poumon est associé à ce type de pratique ou non. Alors, un chercheur aura probablement recours à une étude non expérimentale, c'est-à-dire qu'il va observer ce qui se produit naturellement dans la population. Donc, parmi ceux qui vapotent déjà et ceux qui ne vapotent pas au long cours. Dans ce cas-ci, il ne contrôle aucune variable en réalité,
parce qu'il ne peut pas décider quels individus feront partie de l'étude, quels individus vont vapoter par rapport à ceux qui ne vapoteront pas, ne pourra pas non plus contrôler la durée de l'exposition, ni l'âge, ni le sexe, ni la quantité de nicotine vapotée, etc. Et finalement, il y a l'étude quasi expérimentale qui contrôle presque toutes les variables, c'est-à-dire tout à l'exception des personnes impliquées. Ici, il faut comprendre qu'il n'est pas toujours possible de sélectionner précisément des individus. Alors, dans le cas d'une étude quasi expérimentale, on va plutôt choisir des groupes d'individus et non des individus seuls. J'aimerais également apporter une petite précision sur l'étude longitudinale expérimentale parce qu'elle peut avoir un aspect de randomisation. Donc, quand on dit qu'un devis est randomisé, c'est que la répartition des participants est issue du hasard. Alors, on a réparti de façon complètement aléatoire les individus dans les groupes témoins et dans les groupes exposés. Et quand on dit que le devis est réalisé à l'aveugle, eh bien, il peut être soit simple ou double aveugle. Lorsqu'on parle d'un simple aveugle, c'est que le chercheur ou le patient ignore le traitement qui est reçu. Quand il s'agit d'un devis à double aveugle, c'est que le chercheur et le patient ignorent tous les deux le traitement qui est reçu. Il s'agit donc du devis le plus robuste puisque il s'agit à la fois d'un hasard en termes de répartition et d'un double aveugle, c'est-à-dire que ni le chercheur ni le patient ne savent concrètement ce qu'ils reçoivent. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un double insu? Eh bien, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas toujours possible. Par exemple, lorsqu'il s'agit de comparer l'efficacité d'une chirurgie ou d'une procédure quelconque qui nécessite de manipuler activement le patient. À ce moment-là, on ne sera pas, c'est-à-dire en mesure, il ne sera pas possible de faire une double randomisation à l'aveugle parce que le chercheur et le patient sauront forcément s'ils reçoivent la chirurgie ou non. Ceci étant dit, c'est un type d'étude qui est majoritairement employé dans la comparaison d'un traitement en développement par rapport à un placebo. Alors à ce moment-là, les deux traitements auront la même apparence, la même posologie et bien plus encore, et donc personne ne pourra réellement différencier quel traitement est le vrai et quel traitement est le placebo. Alors voici quelques exemples pour mieux comprendre. Donc on pourrait s'intéresser à deux groupes, donc un qui consomme un supplément en fibres et un autre qui consomme un placebo. Et par la suite, on pourrait s'intéresser au risque de développer un cancer colorectal au long cours. Dans ce cas-ci, il s'agirait d'une étude longitudinale expérimentale, parce qu'on peut contrôler toutes les variables, c'est-à-dire les personnes qu'on inclut dans l'étude, la quantité de fibres consommées, la durée de l'exposition, etc. Pour limiter les biais, par exemple, un individu du groupe placebo qui consommerait beaucoup de fibres dans son alimentation habituelle, il faudrait idéalement contrôler à 100% l'alimentation des participants. Donc ici, il serait plutôt improbable de réaliser une étude randomisée à double insu. Ensuite, on pourrait évaluer l'efficacité des mesures de distanciation sociale dans la diminution de la transmission de l'influenza en CHSLD. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une étude longitudinale quasi expérimentale, parce qu'on peut contrôler presque toutes les variables, à l'exception des individus concernés dans l'étude, étant donné que les résidents des CHSLD sont déjà établis et on ne peut pas les choisir individuellement. Alors dans ce cas-ci, on choisirait des groupes de patients, donc certains CHSLD, mais pas des individus en particulier. Et finalement, on pourrait s'intéresser aux groupes qui utilisent par rapport à des groupes qui n'utilisent pas la contraception et évaluer le risque de grossesse associé à l'utilisation ou non de la contraception. Dans ce cas-ci, il s'agirait forcément d'une étude longitudinale non expérimentale parce qu'on ne pourrait pas éthiquement forcer les gens à ne pas utiliser de contraception. Alors, dans ce cas-ci, le chercheur ne contrôlerait pas les variables qui pourraient influencer l'issue de l'étude et il aurait donc recours à une portion de la population qui utilise déjà la contraception et une portion de la population qui utilise plus ou moins la contraception. Donc,
Il observerait ce qui se produit déjà de façon naturelle au sein de la population générale. Finalement, en ce qui concerne l'étude à visée étiologique cas-témoin, il s'agit d'une comparaison entre deux groupes, un groupe exposé et un groupe non exposé, et l'exposition est antérieure au début de l'étude. Donc, quand on débute l'étude, les patients ont déjà ou non le diagnostic qu'on souhaite étudier. Dans ce cas-ci, il s'agit d'emblée d'une étude à visée étiologique parce qu'une étude à visée étiologique s'intéresse à la comparaison entre deux groupes et c'est la définition même d'une étude cas-témoin. Par exemple, on pourrait s'intéresser aux personnes âgées atteintes de Parkinson par rapport aux personnes âgées qui ne sont pas atteintes de Parkinson. Donc, dans ce cas-ci, l'exposition est antérieure au début de l'étude. On débute l'étude et les patients sont déjà atteints de la maladie de Parkinson ou non. Et on pourrait s'intéresser aux facteurs qui peuvent expliquer l'apparition de la maladie. Par exemple, l'alimentation, les polluants environnementaux, le sexe, l'exposition aux métaux lourds, etc. Maintenant, en ce qui concerne l'étude descriptive, il faut comprendre que dans ce cas-ci, il n'y a aucune comparaison qui est effectuée. Il s'agit simplement d'une description et d'un rapport des données sans pour autant les expliquer. On va donc émettre des hypothèses sans les vérifier. Il n'y a donc forcément aucune étude cas-témoin, puisque comme j'ai mentionné, la définition même d'une étude cas-témoin, c'est de réaliser une comparaison. Alors il y a dans ce cas-ci seulement deux sous-types, soit les études transversales et les études longitudinales. En ce qui concerne l'étude descriptive transversale, c'est une photographie qui est réalisée à un moment fixe. On s'intéresse à la prévalence d'un sujet, il n'y a pas de suivi. Par exemple, on pourrait simplement décrire les habitudes de vie actuelles des personnes obèses dans la population générale. On ne souhaite pas expliquer quoi que ce soit, on fait juste rapporter des faits. En ce qui concerne l'étude descriptive longitudinale, c'est un film qui suit l'évolution d'une population. Il y a donc bel et bien un suivi qui est réalisé dans le temps. Et c'est une étude rétrospective, c'est-à-dire que le phénomène qui est étudié a déjà eu lieu. Par exemple, on pourrait décrire l'évolution du VIH au sein de la population générale de 1990 à aujourd'hui. Alors encore une fois, on n'explique rien, on ne fait que rapporter des faits. Il s'agit donc en quelque sorte d'une observation. Alors en résumé, les études à visée étiologique s'intéresse au pourquoi des choses. On souhaite expliquer les choses. Alors que les études descriptives s'intéressent au quoi, c'est-à-dire qu'on souhaite décrire ce qui se produit sans pour autant l'expliquer. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la 6e partie. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine!